Cette semaine à l'émission, on parle d'activité physique et de culte du corps chez les sportifs avec deux anciens athlètes d'élite et une professeure de sociologie. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au sport et plus largement aussi à l'activité physique, à notre rapport au corps. Et on a une très belle tablée aujourd'hui. Commençons par une invitée de marque quand même, Madame Suzanne Laberge. Bonjour. Enchantée. Bienvenue à On n'est pas du monde. Vous êtes professeure de sociologie à la faculté de médecine de l'Université Laval. De l'Université de Montréal. Oh, pardon, c'est un lapsus. Ici, on est à Québec. Merci, voilà, c'est parce qu'on est à Québec. On parle toujours de Laval. Oui. Alors, vous avez fait la route de Montréal pour venir nous rencontrer. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à l'Université de Montréal, mais vous êtes aussi kinésiologue. Oui. C'est curieux, ça, quand même, ces deux univers-là qui se rencontrent, non? Effectivement, c'est pas usuel. J'ai fait un doctorat en anthropologie culturelle, parce qu'en anthropologie, il y a archéologie, anthropologie physique et tout. Moi, j'étais en anthropologie culturelle. Et les parcours de vie, je vous fais l'économie des péripéties, m'ont amené à découvrir l'activité physique. Et puis, je suis tombée en amour avec l'activité physique et le sport dans la limite de mes compétences physiques limitées. Et puis, j'ai décidé de recommencer ma vie d'études après mon doctorat en anthropologie en kinésiologie. Et j'ai mis à profit les connaissances que j'avais en sociologie, parce qu'anthropologie culturelle dit sociologie. C'est assez proche de la sociologie, oui, bien sûr. Tout à fait. C'est frères et sœurs. Et donc, j'ai pu voir que ça existait, la sociologie du sport. Il y avait des associations et tout. Et en plus, Bourdieu avait fait qui était le sociologue que j'avais utilisé dans ma thèse de doctorat, avait fait aussi des études sur le sport. Alors là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Alors, j'ai eu la chance, on m'a offert un poste de professeur après ma maîtrise, donc doctorat en anthropologie, maîtrise en kinésiologie. Il était temps de s'asseoir et de travailler. Et donc, on m'a offert un poste de professeur et depuis ce temps, j'enseigne là-bas. En deux mots, peut-être, moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cet univers-là. La kinésiologie, c'est quoi? C'est la science du mouvement? Oui, c'est les sciences, on va parler au pluriel, Okay. parce que la neuroscience, la biomécanique, la physiologie de l'exercice, la psychologie du sport. Ah oui. Et n'en jetez plus, là aussi, on va en rajouter, étant donné que, comme toute science, ça se développe et en se développant, ça se spécialise en différentes sections. Alors, donc, c'est assez vaste là, comme champ d'études. Et voilà. Donc, on voit bien le mariage avec la sociologie du sport. Alors, on est un des secteurs, je dirais pas le plus dominant, non, mais relativement marginal, on va dire, au Québec, mais quand même vivant. Alors, merci d'être avec nous. On aura l'occasion, évidemment, d'en discuter plus avant. On reçoit aussi Gabriel Marceau. Bonjour, Gabriel. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On se connaît depuis quelques années, donc on va pouvoir se tutoyer abondamment. Parfait. On n'a pas élevé les cochons ensemble, mais presque. Dis-moi, Gabriel, tu as joué longtemps et intensément au badminton. Est-ce que tu joues encore aujourd'hui? À vrai dire, là, j'ai arrêté là, il y a quelques semaines. Il était à la retraite. Ouais. À 22 ans, Active. Ouais, c'est pas mal. Ben, en fait, ça se passe bien, la retraite, à date? Oui, ça va très bien. Ça te donne plus de temps pour tes projets, oui. faire du bénévolat. Exactement. J'aide là. Il est au ping-pong maintenant. Exactement. Je me suis recyclé. Non, pas du tout. En fait, j'avais d'autres projets. Là. Dans les faits, je me suis marié cet été. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Là. En fait, je voulais aussi être capable de donner un peu de temps là, à ma femme. C'est pas une mauvaise idée, ça. Non, c'est pas une mauvaise chose du tout. On m'a Pourtant, ça se joue à deux, le badminton. C'est vrai? Ouais, mais la convertir. C'est comme le volleyball, là. Quand ça ne renvoie pas de l'autre bord. C'est pas plaisant. Non. Donc, c'est ça. Puis... aussi, j'avais des projets personnels. Aussi, j'ai commencé une compagnie là, cet été dans le divertissement, là, dans les résidences de personnes âgées. OK. Donc, je mets quand même beaucoup de temps là-dessus là, à chaque semaine. Donc, tu as dû faire des choix... Exact. On verra si c'était des choix déchirants. Ouais. On s'en garde un peu pour tantôt. Parfait. Tu vas pouvoir nous donner ton témoignage de grand sportif. Exact. Et d'homme de foi aussi, quand même, et comment tout ça se mélange ou pas. Exactement. Ça sera à suivre en deuxième segment. Bienvenue. Merci.
Et Laurence Gonnet-Tremblay, une habituée de l'émission. Bonjour, Laurence. Salut, je dors presque ici, ou dans l'autre studio, Ouais, les Verbomoteurs. T'es souvent au Verbomoteur, l'autre podcast, l'autre émission qu'on a. Tu nous fais quand même l'honneur de ta présence sur le plateau d'On n'est pas du monde. On a tout de suite pensé à toi quand on a pensé au sport, à une philosophe, quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête. On va lui demander de parler du corps. Oui, c'est ça, ça va de soi. Ça va de soi. Mais tu as fait du sport quand même. J'ai fait aussi du sport. J'ai joué au soccer niveau élite, là, 3A. Ensuite, 2A. Il faut que je vous avoue qu'à 14 ans, là, j'ai été mise dehors de l'équipe. Peut-être un peu un manque de discipline, là, je ne sais pas. Là, Mais fait que j'ai fait du soccer longtemps, jusqu'à mon mariage. Là, comme toi, au mariage, j'ai pris ma retraite, faut croire. Puis maintenant, je fais du Alors, les athlètes, peut-être, qui nous écoutent, qui veulent poursuivre leur carrière, ne vous mariez pas. C'est ça ruine des carrières. Les enfants aussi, je pense que ça... C'est drôle parce que tu as dit qu'à 14 ans, tu as arrêté. Puis j'ai joué de 5 ans à 14 ans au soccer également. Faut croire que c'est 14 ans. Non, j'ai pas arrêté à 14 ans. Je suis passé de élite à compétitif, mettons. Ouais. T'es rétrogradé. J'ai joué jusqu'à 24. Là. Okay. Tu vois, j'ai pris ma retraite plus tard que toi. OK. Mais maintenant, je côtoie beaucoup de kinésiologues, justement, parce que je m'entraîne chez Bougeotte et Placotine. Qu'est-ce que c'est? C'est une succursale. C'est des succursales. Il y en a partout au Québec pour les mamans. Puis on vient là avec notre bébé. Puis il y a des kinésiologues qui ont des entraînements vraiment... spécifique pour les mamans, l'entraînement aussi du périnée là, au début, mais après ça aussi, tous des entraînements qui sont pensés pour les mamans. Puis pratiquement tous les coachs sont kinésiologues. Moi, j'aime ça beaucoup. T'es une maman active? Oui, moi, j'y vais souvent. Là. Mais ils prennent le bébé en plus, ils s'en occupent. Ah, ben là, c'est le jackpot. Puis un petit café. Fait que, que demander de plus? Merci beaucoup, Laurence, d'être là. Un peu plus tard dans l'émission, tu vas nous parler de l'activité physique, mais évidemment, d'un point de vue plus philosophique, là, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, sans plus tarder, plongeons dans cette émission. Suzanne Laberge, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, vous êtes professeur de sociologie, en sociologie du sport à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais vous avez aussi, on le disait un peu plus tôt, une formation en kinésiologie. Ça faisait évidemment de vous une invitée incontournable pour cette émission avec ces deux chapeaux-là que vous portez. Ma première question part d'une espèce d'impression générale. Vous pourrez peut-être la confirmer ou l'infirmer. J'ai l'impression que l'activité physique, ça prend de plus en plus de place dans le discours, dans les médias, dans l'école. Je regarde mes enfants, le nombre d'heures d'éducation physique me semble plus élevé que ce que j'avais à l'époque où je fréquentais la petite école. Alors, tout ça additionné, ça donne une impression, en tout cas, que l'activité physique est valorisée. Elle prend de la place dans la société actuelle. Est-ce que c'est juste comme regard et pourquoi? C'est juste, tout à fait. Et c'est le sport, l'activité physique, et j'ai été frappée de plein fouet par cette révolution-là, parce que je suis d'un certain âge. Et au moment de la Révolution tranquille, là, il n'y avait pas d'éducation physique quand j'étais à l'école primaire. Alors, c'est pour vous dire. Et donc, je n'avais pas d'intérêt particulier pour ça. Mais je l'ai découvert donc tardivement, au moment où on a fait la promotion de l'activité physique. Alors là, c'était bouger, c'est bon pour la santé. Ah, ça use pas le corps de bouger? Non, c'est bon, au contraire. OK. Alors, bon... c'est arrivé quand, ça, ce changement-là? Dans les années 60. La Révolution tranquille, ça a été à tous les niveaux. Ah ouais? Vraiment. Et donc là, ça a amené, évidemment, là, il y avait le discours de santé publique. Donc, ça s'est développé à l'école, ça s'est développé dans les fédérations sportives, ça s'est développé dans les médias sportifs et dans les politiques. Et donc, tous les acteurs sociaux ont été embarqués dans ce courant-là ou de valorisation sous différents angles.
que ce soit santé, que ce soit la pratique sportive, le nationalisme québécois. Ah oui? C'était là, là, on avait des athlètes, on a eu Maurice Richard, oui, mais attention, Guy Lafleur, puis ça continue. Ça contribuait à cette fierté-là de exactement. Alors, donc, il faut encourager le sport. Ouais. Alors là, on a eu un ministre du sport qui s'est promené. On n'a pas eu de ministère du sport au début. C'était le ministère des Affaires municipales, chasse et pêche. On était... Le sport s'est promené au niveau politique dans tout ça. Donc, c'est un ministre sans portefeuille, finalement. Oui, c'est ça. Alors, donc, et maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est présent partout et c'est le langage sportif, les valeurs sportives sont mises de l'avant dans le discours de la finance, des équipes, le team building. Ouais. Alors, voilà. Donc, c'est présent partout. Vraiment? Il n'y a pas de sphère d'activité sociale qui ne sont pas touchées par le sport et l'activité physique. C'est assez hallucinant. Même l'armée. Je demande à mes étudiants, est-ce qu'il y a un secteur où on n'est pas là? Non, on est là partout. Même au départ, c'était le 5BX puis le 10BX. Ça, c'était les exercices pour les militaires. Okay. Alors, les militaires, c'est 10BX. Évidemment, les gars. Alors, c'était des exercices, des burpees, puis des, jack and jack. Et pour les femmes, bien sûr, on est plus faible. Alors, 5BX sont divisés par 2. OK. Ça prenait 2 femmes pour un homme. Donc, Donc, c'est présent partout, c'est ça le point. Oui, même dans la sphère religieuse, hein, des fois, on suit les médias, évidemment, catholiques ici au Verbe, puis on regarde ce qui se passe. Il y a des compétitions de soccer parmi les prêtres du Vatican. Quand il y a les Olympiques, il y a souvent un message du Vatican qui est lancé pour encourager ou accompagner cet événement mondial-là. Mais la religion n'a pas toujours été en faveur de la pratique sportive. Ah, ça a été banni. Ça a été banni parce qu'ils pensaient que c'était... il y avait des choses qui n'étaient pas catholiques qui se faisaient. Donc, il y a eu un courant, un tournant, en fait, où là, ça date vraiment des années 40, probablement. Et là, on s'est réouvert à l'activité physique. Et là, après ça a été exploité au contraire, de façon positive, en disant oui, non, c'est le moyen d'aller les chercher. OK. Alors, il y a eu même Muscular Christianity, qui a été un gros courant aux États-Unis. Puis le YMCA, ça vient de ça. C'est Muscular Christianity. Alors, donc de l'entraînement physique, mais aussi accompagné de... C'était la religion qui utilisait le sport comme moyen de recrutement. Ah oui, OK. Alors, c'est vraiment imbriqué partout. Partout. Une autre impression, ça éclaire déjà la première, merci. Une autre impression que j'ai, c'est qu'il y a une autre tendance qui est celle de l'individualisation du sport. Peut-être, je fréquente des gens qui vont privilégier les sports de salle, l'entraînement en salle, par exemple, ou le jogging, plutôt que de s'inscrire dans une ligue parce que c'est compliqué, les horaires. On a des vies de fous, on court partout, donc c'est plus simple de se gérer soi-même individuellement pour l'activité physique. Est-ce que c'est juste ça aussi? C'est très juste également. Vous êtes vraiment très intuitif. Merci. Ça va être mon background de sociologue. C'est sûr. Et donc, oui, vous avez tout à fait raison. Le sport est une sphère d'activité traversée quand même par toutes les transformations de la société, les enjeux de la société. Il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas en ajouter, mais par contre, on ajoute des responsabilités à chaque jour à peu près. Oui. Donc, on ne peut plus, c'est plus difficile, ça demande davantage d'organisation, c'est des contraintes additionnelles de faire des activités collectives. Alors, on va privilégier dans plein d'autres activités aussi des choses individuelles. Et donc, la pratique sportive individuelle est privilégiée. Et il y a aussi quelque chose qui est... On ne parle pas de sport au sens institutionnel, là. On parle pratique d'activité physique, parce que c'est quand même... D'un point de vue sociologique, c'est deux choses différentes. Et il y a beaucoup de ego building, ce que Lipovetsky appelle le ego building, et peut-être d'autres philosophes, sociologues aussi qui ont appelé ça, où les individus veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes. Donc, les sports extrêmes, tout ce courant-là, pourquoi vous faites ça?
pourquoi vous prenez des risques? Une société à risque zéro, c'est quoi? C'est vrai, c'est assez contradictoire, ou du moins Oui, ça peut le paraître. paradoxal pour le moins. Et c'est de se prouver quelque chose. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. David Le Breton, Patrick Baudry. Et puis, les Spartan Race avec le feu, qu'il faut sauter par-dessus le feu. Puis, les ultra-trails qui sont des kilomètres et des kilomètres des ultramarathons, etc. Alors, c'est le besoin, du moins c'est l'explication, l'hypothèse avancée, que les gens veulent se prouver parce que leur travail, on est des numéros de plus en plus. C'est aliénant. Aliénant. Et c'est l'exutoire pour dire « je peux faire quelque chose, je peux réussir quelque chose ». Je suis quelqu'un de différent, peut-être aussi. Oui, Laurence? Mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect, c'est ça, moi, c'est le soccer là, que j'ai surtout pratiqué. Puis ce que j'aimais, c'était le côté amusant. Là, parce que, bon, quand un sport d'équipe comme ça, c'est amusant. C'était même d'être avec une gang de filles. Assez que, c'est ça, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte, bien, j'aime pas ça, moi, m'entraîner toute seule. Là. Il me faut une gang de filles. Là. C'est pour ça que j'ai trouvé une succursale avec des mamans qui s'entraînent. Mais c'est ça, mais dans ce que vous décrivez, une activité sportive plus individuelle, le but, il me semble, vraiment différent de... C'est pas amusant, un ultramarathon, là. Ben, moi, j'ai connu... C'est pas rigolo, là. Moi, j'ai connu un gars qui faisait des ultramarathons, puis là, il me racontait, tu sais, à celui-là, je me suis évanouie, celui-là, j'ai vomi. Tu me donnes envie. Ils finissent à quatre pattes, là. Oui, tout à fait. Mais c'est que le sport, dans toutes ses modalités de pratique, permet aux aspirations différentes des différents individus dans la société de choisir le type de modalité qu'ils leur préfèrent. Alors, pour les aînés, là, qui allaient travailler dans les centres pour aînés, ben, c'est la socialisation, c'est davantage rencontrer des gens, sortir de l'isolement, et comme les femmes enceintes qui, pendant un certain temps, sont un peu en contact avec tout le reste de l'activité sociale. Donc, oui, alors, toutes les satisfactions, dépassement de soi, bien-être corporel, spiritualité, le corps et l'activité corporelle. Et donc, c'est ça la kinésiologie qui étudie le mouvement. Mais moi, ce que j'étudie en sociologie du sport, c'est comment les différents acteurs sociaux utilisent ce dispositif-là. J'utilise le terme au sens de Michel Foucault, là, un outil, un dispositif qui est investi par les gens des différents acteurs sociaux qui ont des intérêts différents, des passions différentes et qui vont utiliser ce dispositif-là pour leur objectif de carrière sportive de haut niveau ou de dépassement de soi, simplement dans des ultramarathons qui n'est pas les Jeux olympiques, ou simplement de socialisation, de rencontre avec les gens, de vivre quelque chose qui est un plaisir de jouer aussi, de s'amuser. C'est ça. Suzanne Laberge, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Vous venez il y a quelques instants, vous avez parlé de Pierre Bourdieu, qui vous a été fort utile là, durant votre carrière. Je vulgarise là, à grands traits, là, mais pour Bourdieu, des fois, on a l'impression de faire des choix qui sont individuels, mais derrière ça, il y a tout un déterminisme, là, ou du moins, il y a des conditions sociales à l'intérieur desquelles s'opèrent ces choix-là, des fois même à l'insu de l'individu. Hein? Alors, on vient de parler de l'individualisation du sport ou aussi de l'ego building. L'ego building, oui. C'est intéressant, ce concept-là. Est-ce que les gens, aujourd'hui, vraiment, ils expriment leur autonomie ou leur liberté à travers cette activité sportive-là, où ils sont, je vais utiliser encore une fois une caricature presque, mais des pions dans un système qui les dépasse? Oui, c'est ça. Je dirais pas des pions, mais certainement, on a l'impression qu'on choisit notre style de vie. Ouais. Mais on est en quelque part, on n'a pas choisi ni l'année, ni le lieu, ni le milieu social dans lequel on est né. On est né, ça fait difficile à prononcer. Et après ça, compte tenu de nos conditions d'existence dans lesquelles on est, il y a des choses qui nous sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas pu devenir un athlète de haut niveau. Il n'y avait pas de sport à l'école. Donc, dépendant de nos conditions d'existence, de ce qui nous est accessible,
on va s'orienter vers telle ou telle chose qui nous paraît, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi. Mais en fait, c'est que c'est parmi les choses qui nous sont accessibles, c'est celle-là qu'on peut faire parce qu'on ne pourrait pas faire les autres. Je ne pourrais pas être premier ministre, évidemment. Et aussi oui, c'est évident. Il y a aussi l'enjeu du regard des autres, hein, parce que selon notre classe sociale, par exemple, de jouer au tennis ou au baseball, ça ne sera pas vu de la même façon. Les sports sont classés aussi. Et socialement classés et classants. Alors, on peut les classer, mais évidemment, c'est très socio-historiquement déterminé, socio-culturellement et historiquement déterminé. Le vélo, par exemple, en Europe, en France, ça va être les classes populaires. Ici, non. Le soccer, en Europe, en France, ça va être les gars. Les filles jouent au soccer. Non, je sais. C'est vrai, hein? Tu as une expérience comme ça? J'ai vécu 1 an en Italie, puis je me suis cherché une équipe de soccer quand j'ai habité en Italie. Mais toutes les fois que je demandais, on me demandait si j'étais pas lesbienne. C'est ça qu'on me répondait. C'était comme incompatible avec la féminité. C'était inconcevable. J'avais trouvé une équipe de soccer, mais là, il aurait fallu que je fasse 1 heure de train à chaque entraînement. Fou, hein? Puis, alors qu'au Canada, le soccer, c'était pas de mon niveau. On est les championnes mondiales. Oui, exact. Et puis, donc, il n'y a pas de classification, d'association, de connotation de genre féminin-masculin pour le soccer chez nous. Donc, cette connotation-là, elle est donnée par les sociétés à travers l'histoire et à travers les cultures. Et donc, les sports, la boxe, bien, on ne verra pas tellement d'enfants de milieux très favorisés s'orienter vers la boxe. On dit, ben non, tu pourrais être avocat à la place, être médecin, tu sais, encore. C'est ça. Mais, et inversement, on ne verra pas des gens des classes populaires, ben on va le voir, mais ça va être exceptionnel. Des cas Céline Dion, ça ne pleut pas, la rue, là. Donc, la mobilité sociale n'est pas très grande et les sports recrutent dépendant de l'engagement corporel que ça implique. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus. La distance corporelle. Alors, en tennis, il y a plus de distance. Tout ce qui est séparé. Alors que la boxe, on est au corps à corps. On est au corps à corps. Et dans les sports de combat, déjà, il y a une différence entre le tai chi, l'aïkido, la boxe, le karaté. Alors, dépendant du degré de violence, ça va recruter davantage dans les classes populaires ou pas. Le judo, un peu plus classe moyenne, par exemple. Exactement. C'est ça, c'est intéressant. Wow. Une dernière petite question, Madame Laberge. Dans un article publié dans le Journal de Montréal récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, vous parliez du culte du corps parfait qu'on voit de plus en plus chez les jeunes là, qui se construisent, justement, comme on parlait d'ego building, qui se construisent une image et les réseaux sociaux collaborent à ça, contribuent à ça, assurément. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment un sociologue, une sociologue voit ou analyse ce culte-là du corps parfait aujourd'hui? Comment on a pu... Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que... Oui, bien, c'est des normes sociales. Essentiellement, le corps parfait, on s'entend que le corps parfait de maintenant, si on retourne en Italie dans les années de, je ne sais trop, là. Botticelli. Oui, exactement, on est vraiment dans une autre planète. Et c'est donc la norme... et d'ailleurs, ce qui me fait un peu, me donne la chair de poule en tant que sociologue, il y a le poids normal. Santé Canada a appelé ce qui s'appelait avant le poids santé, est devenu le poids normal. Ce qui, pour une anthropologue, parce que j'ai formation d'anthropologue, le normal, c'est culturel. Il n'y en a pas de normal, c'est essentiellement culturel. Et donc, ils ont décidé que c'était cette catégorie-là, puis après, on est obèse ou on est en sous-poids, et pas obèse 1, 2, 3. Bon, bref, on est classé. La société, l'institution de santé publique nous classe. Et donc, cette norme-là a été construite petit à petit, culturellement. Elle est très blanche, elle est très caucasienne, et même Barbie a évolué. Et même Barbie, puis l'autre chez les gars, c'est Ken. Alors lui aussi, il était plus ou moins musclé, mais là, il est devenu de plus en plus gros, musclé, évidemment avec les Popeyes de ce monde, avec les protéines qui aident à la chose. Et puis, Barbie, elle est devenue un peu plus mince. Et bien sûr, c'est la norme caucasienne blanche. Et ça, c'est une norme qui est très dommageable
Et il y a eu un courant d'adolescentes, et bravo. Il y a eu une charte au Québec, hein? On a une charte de l'image corporelle pour dire attention, et leur slogan c'était c'est normal de pas être normal. Alors c'est fini la norme là, imposée, c'est normal de pas être normal. Donc non, je ne suis pas normal. Non, je ne corresponds pas. Non, mes hanches sont plus larges. Non, j'ai ci, non, j'ai ça. Non, mon nez fait pas l'affaire. Mais c'est normal de pas être normal. Le marketing a beaucoup à jouer là-dedans, j'imagine. Énormément. Alors, il y a eu des pétitions pour les périodiques de mode pour faire en sorte qu'ils cessent de mettre des mannequins anorexiques qu'ils utilisent. Mais c'est encore, il y a beaucoup de travail à faire et c'est très dommageable pour les adolescents. Des femmes pas enceintes pour faire le modèle de femme enceinte quand tu achètes des vêtements. C'est incroyable. C'est vrai, ça. Ah ouais. Bah, au moins, les mentalités tendent à changer quand même. Il y a des réactions au moins. Suzanne Laberge, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on poursuit la discussion avec nos autres invités. Merci. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Gabriel Marceau, salut. Bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, c'est gentil. Très heureux de t'accueillir. Tu as 22 ans et tu es présentement étudiant en génie industriel. Exactement. Et durant une bonne partie de ton adolescence et de ton jeune âge, de jeune adulte, tu t'es investi à fond dans ton sport, le badminton. Exactement. Je savais à peine que ça existait, le badminton, avant de te rencontrer. J'imagine. Alors, de manière assez intensive, là, tu t'as plongé là-dedans. Tu étais même parmi les meilleurs joueurs au Québec. Tu as gagné des grandes compétitions provinciales. Ça représentait quoi le badminton, là? Mettons, au plus intense là, de ta carrière, tu pouvais mettre combien d'heures là-dedans, par exemple, par semaine? À vrai dire, quand je m'y adonnais là, de manière plus sérieuse, 5 pratiques par semaine de 2 heures, puis sans compter les tournois là, qui pouvaient arriver de peut-être 3 tournois par mois, là, donc 3 fins de semaine par mois. Là. OK, ça fait beaucoup d'heures. Puis la fin de semaine, on partait le vendredi à 1h, puis on revenait le dimanche vers 4h de l'après-midi. Là. Donc, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Donc, c'est ça. Oui, c'était beaucoup d'heures. Puis tu allais à l'école, évidemment, pendant ce temps-là. Donc, ta semaine était pleine avec ça. Pas mal, oui. Pas mal pleine. Pas beaucoup de temps pour les autres activités sociales ou faire d'autres sports? À vrai dire, j'allais quand même, là, moi je vais à l'église là, 2 à 3 fois par semaine aussi, donc je prenais quand même le temps de pouvoir faire grandir ma foi. Mais non, à part l'école, la messe et le sport, il n'y avait pas d'autres trous vraiment. Là. Donc non. OK. C'est intéressant parce que en faisant des recherches pour l'émission, je suis tombé sur un concept, là, c'était c'est sur le regret, là, je me souviens plus, j'ai perdu ma note là-dessus. L'enfance perdue, syndrome de l'enfance perdue. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Des sportifs là, qui vont à fond dès un jeune âge. Puis là, ils se réveillent à l'âge adulte, puis ils se rendent compte qu'ils ont manqué quelque chose ou ils sont passés à côté de quelque chose. As-tu déjà eu ce sentiment-là, Gabriel? Bien, à vrai dire, hier, là, je suis retourné à la salle d'entraînement. Là, on parlait de sport individuel. Là. Maintenant que je fais plus de badminton, j'essaie quand même de me garder en forme. Là. Je suis retourné à la salle d'entraînement et puis j'avais pas mes coéquipiers. Je me retrouvais avec du monde que je connaissais pas vraiment. Puis ça m'a comme un peu remis en question sur comment j'avais bâti ma personnalité, ma vision de moi. Puis j'étais comme rendu un no one. T'sais, personne ne me connaissait alors que je rentrais dans la salle d'entraînement habituellement, là, soit au cégep ou à l'université. J'avais le gilet de l'équipe de sport. Les responsables de la salle me connaissaient. T'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un. Je représentais l'école, là, tant au niveau collégial qu'universitaire. Puis là, je suis arrivé, il me dit « Oui, c'est quoi ton nom? » Je ne savais même plus. Tu sais pas mon nom? Comment oses-tu? C'est vrai, on n'entend pas souvent parler, mais je parlais avec une fille qui a gagné les Olympiques au rugby. Puis après ça, elle s'est blessée, puis elle ne pouvait plus jouer. Puis elle me dit ça a vraiment été
une crise identitaire. Là. Elle s'est demandé, mais ça va être quoi maintenant ma vie? Ça va être qui suis-je? Là? Parce que c'est comme tout d'un coup, tout s'arrête. Là. Est-ce que c'est documenté, ça? Oui. Il y a plusieurs facteurs de risque de la vie d'un athlète de haut niveau et celui du fait qu'il y ait la perte de l'identité au moment de la carrière. Ils prennent leur retraite beaucoup plus tôt que moi, qu'un prof d'université, par exemple. Et donc, très tôt, le syndrome de l'enfance perdue, le lost childhood, ça, c'est très connu aussi, là, surtout les gymnastes qui commencent à 4-5 ans. Ou patinage artistique, oui, des exactement. disciplines comme ça, ça commence très jeune. Alors, ils vivent 40 heures par semaine à s'entraîner ou des choses comme ça, absolument aberrant. Et après, donc, carrière très courte, commence très tôt, vivent pas l'adolescence, vivent pas l'enfance ni l'adolescence, et fin de carrière très tôt aussi. Et puis là, c'est ton identité. Et tu t'as construit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Michael Phelps, je pense, était le plus vieux, là. Pas sûr qu'il y a des athlètes olympiques qui ont plus de 40 quelques années. Qui ont performé pendant des années, c'est ça. Et puis après ça, mais à 40 ans, il faut que tu reconstruises ton identité. Et ça, c'est très connu. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits de la part des psychologues, des institutions sportives pour aider les athlètes à la retraite parce que c'est un gros problème. Ben oui, c'est clair. Parce qu'on les a utilisés pour mousser le nationalisme, puis après ça, débrouille-toi. C'est ça. Marianne Saint-Gelais avait fait... Elle a fait une dépression. Oui, puis elle en avait beaucoup parlé. Là. J'ai trouvé ça très intéressant. Là, tout à fait. De se dire, qui suis-je? Je finis les Olympiques, ma carrière. J'ai pas nécessairement d'emploi stable, pas stable, là, mais sans avoir développé tant que ça une carrière professionnelle. Puis c'est vrai qu'on tombe un peu, puis on est... Oh! Okay. Toi, tu as commencé à quel âge, Gabrielle, à jouer au badminton? Comme j'ai dit... Moi, j'ai commencé à 4 ans. Toi, c'était ça aussi? Oui, mais moi, en fait, j'ai commencé par le soccer. Tu as commencé à jouer au soccer à 4 ans, Laurence? Oui, moi, c'est peut-être ça, les parents aussi qui déterminent. Mais moi, mes parents, c'est des grands sportifs. C'est ça. Puis mon père, c'était l'athlète de l'année à son cégep, des choses de même. Fait qu'à 4 ans, j'étais dans l'équipe de soccer, c'était mon coach. Fait que... Puis à partir de là, j'ai joué tous les étés. Jusqu'à 24 ans. OK, c'est intéressant. Chez vous aussi? En fait, moi, j'ai commencé à 4-5 ans. Là, les Timbits. Les Timbits, exactement, là, à Charlebourg. Puis, comme j'ai dit, là, vers 14 ans, là, après 10 ans, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai comme eu 2 ans là, où je pratiquais 2 sports en même temps, là, qui étaient très difficiles à concilier. Là. Des fois, j'avais des matchs de soccer, puis j'avais un tournoi en même temps. Puis là, il fallait que je perde dans mon tournoi pour pouvoir aller à ma game. Mais là, tu sabotais le match. Je me rendais trop loin. Fait que là, j'étais comme, oh, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, mais oui, je dirais vers secondaire 1, là, 12 ans. OK. Ouais. Donc, toute ton adolescence, jusqu'à récemment, tu as arrêté il y a quelques semaines, tu me disais tantôt. Ouais. Dans ta famille, le sport, ça a quand même une place importante. Oui. Bien, il y a un été, là, nous, on est 5 enfants. Là. Il y a un été où les 5 jouaient au soccer. Là, puis, compétitif. Compétitif. Mes parents s'arrachaient les cheveux de la tête pour aller nous reporter aux pratiques, au match. Puis, non, le sport était très présent. S'arracher les cheveux de la tête, mais j'imagine qu'ils étaient fiers de vous quand même aussi. Oui, très fiers. Puis aussi, on avait l'aide de nos coéquipiers qui nous portaient aux pratiques. Là. Moi, j'avais un ami qui restait à 2 rues. Là, puis sans lui, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que pour les parents, c'est tout un monde. Hein? Puis les parents se jugent entre eux, puis des choses comme ça. Ah oui? Ouais, dans les estrades? Oui, nous, c'était très difficile. Là. Lui, il vient jamais voir les matchs de sa fille. Il demande toujours des lifts aux autres parents. Non, il y a une compétition même entre les parents. Moi, c'est ce que j'ai observé. Là. Ça sera... il y a tout un pan à explorer, là, franchement. Moi, je l'ai déjà dit dans une chronique au Verbomoteur, je suis le pire parent. Je serais sûrement jugé par tout le monde. Gabrielle Marceau, tu l'as évoqué un petit peu il y a quelques instants. Malgré cette pratique intense du badminton durant l'adolescence, tu as continué quand même de fréquenter l'église, d'aller à la messe. Est-ce qu'à un certain moment, il n'y a pas eu une compétition, justement, entre ces deux univers-là dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentation là, d'avoir une relation avec le sport qui est comme une idole, hein, on dit en langage religieux, ou un autre dieu à vénérer, qui prend beaucoup de place, qui exige des sacrifices? Ah oui. Bien, comme on dit souvent, là, quand tu as une idole, c'est quelque chose qui demande des sacrifices, puis... oui, c'est arrivé là, souvent en fin de tournoi, là, par exemple le samedi, là, moi je vais à la messe vers 7h45.
Puis je me retrouvais à être en demi-finale, en finale. Puis là, j'ai mon coéquipier avec moi. On a passé la journée ensemble à battre tout le monde. Puis là, c'est comme, il faudrait comme que je parte. Puis il est comme, tu vas pas me laisser, on est là, en finale, là. Puis, fait que souvent, oui, j'ai dû... Est-ce que tu l'as déjà fait, l'abandonner pour aller... Non. OK. Non, parce que j'y allais le lendemain. Mais clairement qu'à ce moment-là, j'ai mis le badminton en premier. Je pense qu'aussi, il y a une question de respect. Là, quand tu t'engages dans quelque chose, je pense que c'est important. Là, ton coéquipier, s'il a passé la journée avec toi pour se rendre en finale puis que tu le laisses, c'est un peu un manque de respect, je pense. Mais oui, là, certainement. C'est contre le principe évangélique de la charité. C'est ça les excuses. C'était mon motif à ce moment-là. On se justifie comme on peut. Oui, exactement. Mais donc oui, là, c'est arrivé plein de fois. Puis aussi, le problème qui arrivait, c'est que, par exemple, je me voyais manquer la messe, mais quand tu commences une saison de badminton, par exemple, tu as des tournois qui sont préétablis. Fait que si tu te dis, je peux pas aller à ces tournois-là, par exemple, s'il y en a 5 durant l'année, tu n'accèdes à aucune pratique, tu n'accèdes à rien pour 5 fois où tu manques. Fait que là, c'est comme de se dire... Il y a un calcul qui se fait. Exact. Ouais. Est-ce que pour 5 fois que je peux pas être là, je vais tout mettre ma saison en péril? Donc, c'est important aussi de ne pas rentrer dans un légalisme non plus, de dire, je dois aller là parce que sinon, je suis un mauvais chrétien. C'est aussi une question de ne pas rentrer dans le légalisme non plus. Il y a un équilibre, finalement. Mais dans le sport, on nous menace aussi. Moi, je me souviens qu'au soccer, si je manquais une pratique, je ne pouvais pas commencer le match après ça. Là. Fait que, des fois, les coachs sont comme des aussi, curés ou des pharisiens. C'est ça. C'était vraiment... tu benchais là, si tu manquais les pratiques. Fait qu'il faut que tu y penses à c'est intéressant, ça. Donc, on n'est pas dans le plaisir puis l'amusement pur. Il y a comme une... Mais moi, je pourrais dire que j'ai été chanceux à ce niveau-là parce que bien que souvent le badminton, ça se pratique, là, c'est des rencontres par équipe, c'est quand même un sport qui est dit individuel. Donc, ma progression et mon désir de devenir meilleur m'appartenaient quand même. Rythme. Donc, si je voulais, par exemple, manquer une pratique, c'était un peu moins... C'était moins pire que dans une équipe vraiment collective, là, un sport collectif. Donc, Gabriel, on parlait un peu plus tôt avec Mme Laberge, qui est en sociologie du sport. Là, on parlait du culte du corps parfait, comment le sportif aussi a un regard sur lui-même. On parlait d'identité même tantôt au début, un regard sur lui-même qui est forgé par le regard des autres, mais aussi par certains standards, par certaines normes. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que sportif, ce regard-là sur ton propre corps? Comment ça a évolué avec les années? C'est très intéressant parce que je peux affirmer que j'ai fait partie de ce courant de pensée-là. Et encore aujourd'hui, ça peut être un combat là, de vouloir avoir un corps parfait, physiquement, qui plaît. Je pense qu'un des facteurs qui a été marquant pour moi, c'est que quand j'étais jeune, là, au début du secondaire, même vers la fin du secondaire, je n'étais pas très grand. Je pesais peut-être 150 livres. Je n'étais pas très gros non plus. Tout le monde disait que j'étais mince. Et puis, vers la fin du secondaire, puis dans mes années cégep, là, j'ai décidé d'un peu prendre ça en main. Oui, exact. Donc, j'ai fait beaucoup de conditionnement physique. Je suis allé à la salle. J'y allais des fois même 2 fois par jour là, pour pouvoir atteindre certains résultats là, que je voulais atteindre. Ton corps était comme, pas défectueux, mais pas tout à fait adapté à l'image que tu aurais aimé projeter. Là. Exactement. Fait que là, fallait le construire, fallait le modeler pour qu'il réponde à cette idée-là. Je pense que oui, puis je pense que la sexualisation, l'hypersexualisation de la société a un rôle à jouer là-dedans. Explique. Mais par exemple, au secondaire, là, moi, je n'étais pas très costaud, puis je pense que les filles au secondaire, au cégep, à l'université, je pense que c'est pas nécessairement une mode, là, mais les filles aiment ça se sentir qu'ils peuvent se faire protéger, se sentir qu'ils peuvent être... du moins, c'était l'image ou le message que tu recevais. Que je recevais, exactement. Puis que je perçois encore dans la société d'aujourd'hui de temps en temps. Là. Donc, moi, c'est comme si je sentais une pression là, sociale à pouvoir être ce copain-là qui va pouvoir montrer que je vais pouvoir te défendre s'il arrive quelque chose. Ou,
de se sentir... c'est ça, je pense que c'était... Fait que tu sentais une pression. Il fallait que tu assures, entre guillemets, ou que tu sois le gars musclé qui va protéger sa blonde. Puis il n'y a pas question que ma blonde soit plus forte que moi. Là, ça, c'est intéressant. Oui. Ben, en fait, je veux dire, je pense que, encore une fois, c'est une façon de penser qui était très populaire. C'est des normes. Je vois la sociologue opiner. Qu'une fille qui est grande trouve un gars aussi grand ou plus grand. Ouais, parce que si le gars est plus petit, ben là, ça va pas. Puis s'il est petit, ben il est mieux d'être musclé. Oui, c'est ça. Faut compenser, c'est ça. Faut la virilité. Puis est-ce que c'est guéri, entre guillemets, là, c'est pas une pathologie, mais quand même, cette espèce d'obsession-là d'un corps parfait, est-ce que... j'imagine que t'en parlerais pas comme ça s'il n'y avait pas déjà des trucs d'apaiser chez toi, là? Oui, absolument. Il y a eu des victoires là-dedans, là, dans le sens où avant, j'y pensais tout le temps, puis après ça, c'est la nutrition qui rentre en compte, c'est les shakes de protéines, il fut un temps où je mangeais 6 repas par jour. Donc, on prenait 3 repas normaux. J'ai coupé en 2 parce que, vite, là, le meilleur moyen de prendre de la masse musculaire, c'est d'avoir constamment des protéines dans ton système. Parce que si tu en prends trop, par exemple 3 repas par jour, si tu en prends trop sur un, ben tu vas pas tous les absorber, donc tu en perds. Donc, le mieux, c'est de faire 6 repas par jour. Donc là, j'étais constamment en train de manger dans mes cours. Ça insultait ma mère parce que là, je mangeais 1 heure avant son repas, puis 3 heures la moitié du après. repas qu'elle te servait. Exactement. Puis en comptant le nombre de protéines dans chaque chose que tu manges. Exactement. C'est de l'ouvrage. Beaucoup de poulet, peut-être, aussi? Du poulet. C'est dans mon imaginaire. Oui, le poulet, le PVT. C'est quoi ça? En fait, c'est les protéines végétales texturées. Ouais. OK. Protéines végétales texturées, là, qui est une option un peu plus végétarienne. Là, mais oui, de la viande, des œufs surtout. Oui. Donc, ça a changé. Qu'est-ce qui fait que ça a changé, ce regard-là, sur toi-même? Bien, je pense que l'Église m'a beaucoup aidé là, à travers ça, là, de voir que c'était pas nécessairement ça qui allait me rendre heureux. T'es pas juste un tas de muscles, finalement. Non, exactement. Puis aussi, ma fiancée, qui est rendue ma femme aujourd'hui, qui m'a aussi beaucoup aidé là-dedans en me disant que c'était pas nécessaire, qu'elle m'aimait pas plus avec des muscles. Puis... Parce qu'elle t'a jamais vu sans muscles, ça? Non, Faudrait que tu perdes un peu de muscles, voir si elle t'aime encore. Je te dirais que depuis la dernière année, là, c'était un peu le cas. Là. Ah ouais, OK. Ben, comme je vous ai dit, je suis retourné hier au gym. Ouais. Puis ça faisait presque 1 an là, que je n'étais pas allé de manière régulière. OK. Puis au début, je me le suis imposé. Ouais. Puis après, donc c'est ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé là, de décrocher un peu. De te sentir aimé pour ce que tu es. Exactement. Carrément. Ouais. Gabriel Marceau, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait plaisir. C'était super intéressant. Merci. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse régulière pour Le Verbe Média et doctorante en philosophie. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, Antoine. Alors, Laurence, tu rédiges ces jours-ci une thèse de doctorat sur la physique d'Aristote, mais aujourd'hui, tu voulais surtout nous parler du physique. C'est ça, bon jeu de mots. La physique, qui vient du mot nature. Puis dans la physique d'Aristote, il définit hekinésis, le mouvement, justement. Mais oui. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est de parler, c'est ça, de notre rapport au corps. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est des fois, ça serait de commencer en opposant 2 visions, là, essentiellement. Si je reste en philosophie, je pense à Platon particulièrement. Platon a écrit plusieurs dialogues, puis dans un des dialogues, il va dire en fait que le corps, c'est pas nous, mais c'est ce que l'âme utilise. Puis à ce moment-là, ça donne une vision où le corps est comme un vaisseau dans lequel l'âme habite et que l'âme peut utiliser à sa guise. Puis Platon, comment il voit le corps aussi, il va dire dans le Phédon que philosopher, c'est apprendre à mourir. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Platon va nous encourager à une sorte d'ascèse, là, on pourrait dire, là, c'est-à-dire de ne pas se soucier du corps, de ne pas se soucier de la nourriture, du vin ou des choses de même. Un détachement. Un détachement le plus possible. Quand il dit que c'est apprendre à mourir, en fait, c'est pourquoi? C'est la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc, tu sais, pour lui, l'idéal, ce serait de se séparer le plus possible avant du corps. même de mourir. Il y avait des philosophes stoïciens, là, je me souviens plus lequel, là, il faudrait que je revoie, mais
Il y en a un qui était, par exemple, végétarien, simplement parce qu'il ne voulait pas trop... Une des raisons, c'était de ne pas trop donner de force à son corps. Pour que son corps reste relativement faible. Une négligence, là, carrément, là, par rapport au corps. Donc, c'est certainement pas quelqu'un... ce stoïcien-là n'aurait pas fait du sport, là, ça, c'est sûr. Alors ça, c'est une des visions du corps qu'on retrouve dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui, quand même. Oui, c'est ça. Il y a une autre vision, mais qui est plus courante aujourd'hui, là, je pense. Ah oui? Là, on dit que le père de la modernité en philosophie, c'est Descartes. Puis ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est en me préparant à cette émission-là que j'ai vu ça. Là, on pourrait dire qu'il y a un changement de vision complète à partir de Descartes sur le corps par rapport à Platon. C'est-à-dire que, comme Platon, Descartes pensait aussi qu'il y avait comme une âme et un corps. Puis comme Platon, il y avait une certaine vision dualiste, là, comme s'il y a l'âme d'un bord puis le corps de l'autre. Mais ce qui m'intéresse surtout là, par rapport à Descartes ici, c'est qu'à la fin de son discours de la méthode, son écrit le plus connu, Descartes va nous dire que la science la plus importante, c'est la médecine. Pourquoi? Alors qu'avant, c'est ça pourquoi? Parce qu'avant, quand on regarde Aristote ou d'autres philosophes comme Platon, c'était tout ce qui était plus spéculatif, là, de la métaphysique ou des choses comme ça. Là, il nous dit c'est la médecine, parce que la médecine, c'est ce qui va nous permettre de régler tous nos problèmes. Alors, tous nos problèmes de santé, la maladie. Descartes avait même comme projet d'allonger le plus possible notre vie. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous dit aussi que c'est par là qu'on va devenir plus sage. Puis son raisonnement, c'est qu'en étant de plus en plus en santé, en ayant un corps de plus en plus performant, ça va éclairer notre esprit. Bon, on l'a vu avec Gabriel, il est devenu beaucoup plus brillant en pratiquant un sport intensif. Un esprit sain dans un corps sain. Mais là, c'est un esprit sain dans un corps sain, mais c'est comme si l'idée de Descartes, c'est que c'est en passant surtout par le corps. Puis moi, je trouve que c'est assez frappant dans notre société parce que... Mais c'est pas faux, si mon corps est en santé, si je vais faire du jogging, là, je me sens bien mentalement après. C'est ça, c'est pas faux. Mais c'est comme si l'idée de Descartes, c'est que c'est essentiellement par là qu'une personne va devenir plus sage, une meilleure personne, qui va être plus complète. Puis ça, il me semble, je le vois aujourd'hui, là, il me semble que beaucoup de personnes se disent le meilleur moyen de régler mes problèmes d'anxiété, le meilleur moyen de régler mon angoisse ou tous les problèmes psychologiques que je peux avoir, c'est de mieux manger, m'entraîner, etc. Comme si c'était la solution ultime. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est plus complexe que ça. C'est pas... Et ce qui nous mène d'ailleurs à une autre vision, une troisième voie, en quelque sorte, là, une troisième vision du corps qui serait plus intégrée entre l'âme et le corps? Oui, on peut prendre comme philosophe, moi, c'est mon préféré, c'est toujours lui qui a la solution. Si on va vers Aristote, là, qui est d'ailleurs le philosophe du juste milieu, ici encore, on reconnaît sa trace là, du juste milieu, parce que Aristote ne va ni du côté du dualisme, là, même d'un mépris du corps, comme le corps serait une simple enveloppe, quelque chose à mépriser, quelque chose dont il faudrait se libérer. Ouais. Mais il ne va pas non plus du côté de Descartes. Pour Aristote, c'est clair que le but de la vie n'est pas d'être en santé. Le but de la vie n'est pas d'allonger notre vie. La position d'Aristote, c'est aussi celle qui a été récupérée par saint Thomas d'Aquin, le plus grand docteur de l'Église catholique. Donc, la position de l'Église, en fait, elle récupère beaucoup de ce que dit saint Thomas d'Aquin, qui lui-même récupère beaucoup de ce que dit Aristote, parce que saint Thomas d'Aquin, voyait bien que la raison naturelle ne s'oppose pas à la foi, et même il y a un enseignement à aller chercher là. C'est un disciple d'Aristote. Alors, c'est quoi le corps pour ces gars-là? Alors, contrairement, c'est ça, à une vision dualiste, une vision qui nous vient spontanément en tête. Là, bon, je ne sais pas si le mot « âme » vous choque, là, mais pour les anciens... je ne sais pas, moi, le mot « âme », est-ce que ça choque ou peut-être pas toi? Non, là, pas pour moi. Tu es habitué dans l'Église à parler d'âme? Ou... Ça ne me choque pas, mais je ne sais pas où ça existe. Ou à quoi ça réfère précisément? Ouais, pour moi, il y a le cerveau qui détermine un paquet de choses dans notre vie qui est fascinant et qu'on ne connaît absolument pas. Et l'intelligence artificielle va limiter à tel point qu'elle va dépasser notre cerveau dans peu de temps. Mais l'âme là-dedans, ou son lien avec le cerveau, j'ai de la difficulté à l'imaginer, j'avoue humblement. C'est ça. Descartes avait un peu le même problème. Il se demandait où est l'âme et comment elle est liée au corps. C'est une vraie question. C'est ça. Mais peut-être ce qui est intéressant, c'est de revenir vraiment à quelque chose de plus simple pour les philosophes grecs sur l'âme. Okay. On trouve cette trace-là même dans le mot psychologie, parce que psyché, ça veut dire âme, là.
Puis pour les Grecs, l'âme, c'est ce qui anime le vivant. Okay? Donc, chose surprenante, mettons, pour Aristote, les plantes, les animaux et les êtres humains ont une âme. Puis l'Église a gardé ça aussi. Là. L'Église reconnaît une âme aux animaux et aux végétaux. Bon, pas le même type d'âme. Attendez-vous pas à retrouver Fido au ciel ou des choses comme ça. C'est-à-dire que pour eux, qu'est-ce que c'est finalement une âme? C'est la forme du corps. C'est ce qui permet au corps d'être un corps, dans ce cas-ci, vivant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que toute chose est composée, toute chose matérielle est composée de matière et de forme. Là, si vous prenez une table, bien, il y a la matière, il y a le bois. Mais ce qui fait en sorte qu'une table est une table, c'est pas tant le matériau qui la compose que la forme qu'on donne à cette chose-là. C'est Parce la forme qu'il y a bien des donne... affaires en bois qui sont pas une table. C'est ça, exactement. Donc, c'est la forme qui est encore plus importante. Aristote va dire la forme actualise la matière. Puis là, c'est vraiment un mot qui peut surprendre, mais par actualise, il veut dire qu'elle perfectionne, au sens où l'activité est ce qui nous perfectionne. Si vous prenez, par exemple, un joueur de badminton, il est parfait quand il joue au badminton. Il est plus parfait que quand il est assis sur le banc. Il est plus parfait quand il est assis sur le banc et qu'il sait jouer au badminton, qu'il a acquis la capacité de jouer au badminton que quand il ne l'avait pas encore. Donc, pour Aristote, quand il parle d'acte, c'est cette perfection, cette finalisation qu'on acquiert. Il dit la forme actualise la matière au sens où elle permet à la matière d'être telle chose, d'être une table, d'être un vivant. Pour l'être humain. Pour l'être humain, c'est ça. Et pour l'être humain et tous les vivants, ce qui va actualiser le corps et faire en sorte que là, c'est un corps vivant, il va l'appeler âme. Pour l'être humain, ça va être la même chose. C'est ça. Ça va être une âme qui est la forme de son corps. Assez que, pour Aristote, par exemple, c'est ça. Si vous avez un corps... je peux vous poser la question, mais tu sais, un corps... Le cadavre, là. Mettons, on prend Antoine, puis... Tuez-moi pour les besoins de l'exemple. Ce qu'on trouve, est-ce que c'est un corps humain ou non? Maintenant qu'il est mort. Ben, c'est un corps humain qui a servi. La dépouille d'un corps humain. Qui ne sert plus, du moins. Ben, pour Aristote, la réponse, c'est ça. C'est à strictement parler, ce n'est plus un corps humain. OK. Je veux dire, ça a l'apparence, là, je veux dire, c'est la même... Si tu décèdes... Puisqu'il est inanimé, il n'est plus... Il n'est plus à strictement parler un corps humain. C'est là qu'on voit que pour Aristote, la relation entre l'âme et le corps, elle est plus... elle est un peu comme la forme de la table et la table, mais elle est encore plus fusionnelle, au sens où si on enlève la forme de la table, ça reste du bois, là. Ouais. Bon. Mais pour Aristote, ce qui fait en sorte qu'un corps humain est un corps humain, c'est l'âme. Elle organise le corps d'une façon que là, on peut dire c'est vivant, c'est animé. Si on revient à la question initiale, comment traiter ce corps-là à partir de cette vision-là du corps et de l'âme chez Aristote, comment on peut pratiquer un sport ou avoir une activité physique qui soit, disons... Ajustée. Ajustée, merci. Bien, c'est ça. C'est avec cette vision-là qui est radicalement différente de celle de Platon, ça fait en sorte que pour Aristote, notre corps, c'est nous. Tandis que pour Platon, le corps, c'est pas nous. Hein? À la fin de l'Alcibiade, il dit bien, l'Alcibiade, il dit « De la même façon que quand tu utilises un marteau, tu n'es pas le marteau, hein? Tu es distinct de ce que tu utilises. » À la fin de l'Alcibiade, Platon nous disait « Tu utilises ton corps, ton âme va dire va à tel endroit, va à tel endroit. » Et là, ça fait en sorte que le corps, c'est pas toi. Mais pour Aristote, c'est pas ça, parce qu'il y a une union intrinsèque entre le corps et l'âme qui fait en sorte que tu ne peux pas vraiment les séparer. Là. Bon, le cas de l'âme humaine est spécial, disons, même pour Aristote, mais tu ne peux pas les séparer, ça va ensemble. Et à ce moment-là, tu es ton corps. Puis bon, finalement, c'est assez de gros bon sens, là, au sens où si je te gifle puis que tu me dis « Aïe, aïe, tu me fais mal », puis je réponds « Non, tu n'es pas ton corps », comme dit Platon, puis tu me croiras pas. C'est à moi que tu as fait mal, c'est à toi que tu juste fait mal. On est notre corps. Mais Aristote est d'accord avec Platon sur le fait qu'il y a quand même une hiérarchie. Il y a une hiérarchie entre notre âme et notre corps. Mais en fait, il y a une hiérarchie dans notre personne, même dans notre corps aussi. Là. Il y a une hiérarchie entre les différentes parties de nous, c'est sûr, parce que si je vous offrais, par exemple, si je t'offre ou je te coupe les pieds ou je t'arrache les yeux. C'est bien violent ta chronique, Laurence, aujourd'hui. J'ai choisi les pieds. Les pieds. Et puis je pense que la plupart des personnes préfèrent voir. Parce qu'on accède à la connaissance. C'est plus essentiel. Qui est plus noble, qui est plus
proche d'une activité proprement humaine, connaître notre environnement. Et puis, on peut avoir des prothèses pour les pieds. Ce qui est plus complexe avec les yeux. Et d'un point de vue fonctionnel, c'est plus, je pense que c'est plus pratique de savoir où ce que tu vas. Oui, c'est ça. Puis si je te dis, ou bien je t'arrache les yeux, ou bien je te rends déficient intellectuel demain, là, une bonne commotion, ou je sais pas. Là. Ça dépend du... Ben pour moi, là, je dirais que ça dépend du degré là, de déficience. Là, mettons, ça fait en sorte que tu aurais une mémoire de 3 secondes. Qui est presque le cas. Je vais prendre les yeux quand même. tu vas garder tes yeux? Je vais perdre mes yeux. Tu vas perdre tes yeux, ouais. Parce que tu considères tes facultés cognitives supérieures à ta vue. Et il nous reste à peine 30 secondes, Laurence. Ben c'est ça. Fait que, au fond, c'est de dire, finalement, ce qu'on pourrait faire, c'est connaître. Puis c'est la même chose du point de vue, après ça, de notre âme. Là. Notre corps doit servir notre âme, doit servir les activités de notre âme. Puis à ce moment-là, ben, ça montre que quand est-ce qu'une activité physique serait disproportionnée? Ben, peut-être quand ça empêche toute activité de connaissance. Peut-être qu'à un moment, quand ça t'empêche de faire des activités, c'est ça, plus proprement humaines, prendre soin de ta famille, des choses comme ça. Là. Puis là, ça prend de la place. Puis le corps devient ton maître, ce qui nous explique aussi pourquoi Saint Paul nous dit ceux qui suivent les œuvres de la chair s'opposent à Dieu. Là. Il nous dit ça à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est pas qu'il est contre le corps. C'est pas qu'il est contre le corps. Là. Il y a une vision semblable à Aristote. Aristote aurait pu dire quelque chose comme ça. C'est de dire simplement que si on fait juste vivre une vie corporelle, là, une vie qu'on a en commun avec les bêtes, avec les animaux, ben finalement, on vit pas la vie pour laquelle on a été fait. On vit pas la vie la plus haute, la plus noble. Fait que l'idéal, c'est d'écouter On n'est pas du monde en balado dans nos oreilles en faisant notre spinning. Ouais, c'est ça, exactement. Ou même de marier la kinésiologie à la sociologie du sport. On allie de donner un regard avec la raison à ces choses-là qu'on pratique. Qui est une activité proprement humaine. Laurence Gonnet-Tremblay, je rappelle que tu es doctorante en philosophie. Merci beaucoup. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On avait le bonheur de recevoir à l'émission aujourd'hui Suzanne Laberge, professeure de sociologie du sport, Gabriel Marceau, ancienne athlète d'élite en badminton, et Laurence Gonnet-Tremblay en philosophie. Je remercie Marie Laliberté et Frédéric Bérubé et James Langlois à la recherche et Barthélémy Rieux et Marianne Martin à la technique. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.